l'histoire de la Bonsoir à tous et bienvenue sur Amoral Politique. Alors, pour ce soir, nous allons discuter avec quelqu'un de la situation en Turquie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien laisser parler des gens qui sont concernés ou qui parlent, enfin, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Donc, je vais le laisser se présenter. Très cher, c'est à vous. bonsoir à tous. Je me présente, hein, je m'appelle Batal Power. Je suis simplement un franco-turc, on va dire, donc un français avec des origines turques. Donc, ce qui fait que je m'intéresse à la politique des deux pays. Et donc, je suis là ce soir pour donner un petit coup de main et pour présenter un petit peu ce qui se passe actuellement dans ce pays. Ah, ok, nickel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai décidé de l'inviter parce qu'il y a eu ce week-end les élections présidentielles en Turquie qui ont été présentées en France comme la lutte contre le tyran Erdogan, tu me dis Erdogan, Erdogan? ça se prononce Erdogan. Ouais, Erdogan. Et donc, on a vu passer pas mal de choses avec Batal enfin, de la gauche française ou autre, et on a voulu un peu y réagir, et j'ai voulu l'inviter pour qu'il y réagisse avec moi et qu'on démêle un peu la situation. Donc, avant de parler de comment ça a été rapporté, on va parler de la situation elle-même en Turquie, comment elle se passe. Et je vais te laisser présenter un peu. Ouais, ça va tirer à balles réelles. Je vais te laisser présenter un peu notre, notre sultan préféré, Erdogan, et un peu son parti et les partis qui est en face ou alliés à lui pour l'occasion. Bah, disons que Erdogan, avant tout, donc c'était quelqu'un qui arrive en pouvoir en 2003. Mm. Donc avec son parti, le Parti de la justice et du développement, qui en France on dit que c'était un parti islamo-conservateur. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est un parti de gauche avant tout. Faut pas oublier ça. Et Erdogan est au pouvoir donc depuis 20 ans. 20 ans par quelques habiles magouilles politiques. Donc Oui, à la base, il était Premier ministre, puis il est passé président. Voilà, donc il a pris on va dire que il a pris exemple sur Poutine. C'est un petit oui, peu le même délire. C'est-à-dire que le mec est tout le temps élu. Et voilà, ça fait 20 ans qu'il a été réélu à chaque fois. Mais ça fait quand même 20 ans qu'il dirige le pays. Il s'est passé tellement de choses pendant tous ces mandats. On a quand même eu donc un putsch qui finalement n'a pas fonctionné. Il y a eu plusieurs changements politiques. Il y a eu beaucoup de personnes en prison. mm, Voilà, donc Erdogan a sa politique à lui. Mais il faut aussi mettre en place en fait le contexte géographique de la Turquie. N'oubliez surtout pas où est placée la Turquie. Voilà, c'est pas du tout comme en France. On est à côté de la Syrie, on est à côté de l'Irak. Le pays est en guerre depuis 40 ans contre les PKK. Ça ne, voilà, le pays est tout le temps en guerre, donc c'est très compliqué comme situation. oui, Mais il faut dire que bon là, il tient le pays d'une main de fer dans un camp de fer mm. qui pendant quoi? Pendant 20 ans. Oui, oui, Et, 20 ans. et voilà, donc la situation actuelle, ben écoutez, on est dans un pays qui souffre beaucoup d'inflation. On est une inflation qui est pas loin de 70% en Turquie quand même, ne l'oublions pas. C'est à noter. Le, Et le on voit très SMIC est... bien. Attends, parce que là, on va faire un petit truc. C'est que avant, quand on parlait d'inflation en France, on voyait pas tout à fait ce que ça donnait. Maintenant, vous imaginez si vos prix sont quasiment à doubler, enfin, oui, sont quasiment à doubler, pas du jour au lendemain, mais pas loin. Voilà, sachant que le SMIC en Turquie était de 2000 liras, il est passé à 4000 et il est actuellement à 8000. Ouais, Voilà, donc ils ont doublé les SMIC deux fois parce qu'en fait sinon, les gens bah, se nourrissaient plus. voilà, c'est ça. Donc bon, ça c'était quand même des décisions très très dures qui ont été prises par Erdogan. En France, c'est pas Macron qui ferait ça. Mais à côté de ça, il y a aussi eu le tremblement de terre, hein, qui était une catastrophe absolument abominable, Ouais, plusieurs qui a milliers, beaucoup... dizaines de milliers de morts. Ah oui, oui, là c'était absolument affreux. Je crois qu'on est à 50 000 morts, Oui, 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 au dernier recensement, un ça truc comme devait être pas ça. loin de ça. Voilà, donc c'était quelque chose de... bah, le pays s'en rappellera. Et en fait, il y a
Il y a des dizaines de villes qui ont été complètement rasées, dont 2 villes qui sont équivalentes à Metz ou Grenoble. Voilà, pour vous dire que c'était quand même quelque chose d'assez terrible. Et à côté de ça, ben, le pays est forcément affaibli et les adversaires de Erdogan ben, en ont profité pour dire que il avait laissé des gens crever, qu'il n'y avait rien qui a été fait, tout ça et tout. Donc c'est vrai qu'il est dans une situation plutôt tendue actuellement. Et je voulais juste faire un petit aparté sur ses adversaires. Ouais. Donc l'adversaire historique du AKP, le Parti de la Justice et du Développement, le parti d'Erdogan, c'est le CHP. Le CHP qui est le parti historique de Mustafa Kemal Atatürk, donc le créateur de la Turquie moderne, Mm. qui est dirigé actuellement par Kemal Kılıçdaroğlu, qui est donc son principal opposant, Ouais. qui en général faisait du 30%, 25% face à lui dans les élections. Et là, il a décidé de s'allier à 5 autres partis. Donc ils ont créé un groupe qui s'appelle la Table des Six. La Et NUPES? donc, pareil, mais ils sont plus méchants que NUPES. C'est ça le problème. Et D'accord. la table des six sont 6 partis qui est complètement opposés, enfin, leurs idées sont opposées les uns avec les autres, mais ils sont dans une optique du tout sauf Erdogan. Et leur but, c'est faire tomber le sultan de son trône. Et c'est dans La- cette optique-là que s'est passé les élections d'hier. Voilà. Voici le Ouais, contexte du pays. d'accord, d'accord, d'accord. Euh, Tu m'as envoyé des images, donc la dernière élection, donc enfin la précédente élection, celle de juin 2018, où on voit qu'il était à 52%. Donc si le système ressemble un peu au système français, c'est deux tours, sauf si quelqu'un a plus de 50%, dans ce cas-là, c'est qu'un seul tour. C'est ça, exactement ça. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de second tour en Turquie depuis 30 ans. Ouais, donc Donc, hier, c'était quand même assez historique de ce côté-là. ok, voilà. Et hier, on va passer sur les résultats. Résultat du premier tour, il était à 49,42. Donc il a perdu 3%. C'est ça. Ok, bon, bah, ça permet de voir un peu le truc. On aime Euh, bien dire en France qu'il y a quoi? Il y a 10% du pays qui le soutient et que c'est le bordel et qu'ils veulent faire tomber le dictateur. Les résultats sont devant vous. Voilà, oui, 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 et surtout 49% avec 88% de participation. Ce c'est ça. qui est assez... Bon, on n'a pas ça en France, hein, sinon... Je suis pas sûr que si on faisait voter 88% de la population, on aurait les mêmes résultats que ce qu'on a eu en avril dernier. Certainement pas, c'est sûr. Après, il faut savoir que les Turcs sont. Ben, la Turquie, c'est un pays culturellement, c'est comme les Balkans. Donc c'est Ouais. quand même. Bah, d'ailleurs, les Balkans, la culture des Balkans, bon, je vais me faire tuer pour ce que je vais dire. La culture des Balkans viennent justement de la Turquie, car c'est en fait ce qui reste de l'Empire ottoman, entre guillemets. Mm. Et ce qui se passe, c'est que ils sont très patriotes et ils sont fiers de le dire. Donc en général, quand un Turc va aller dans un autre pays, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va accrocher le drapeau de la Turquie sur sa fenêtre. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Et l'extrême droite en Turquie, on en parlera un peu tout à l'heure avec un certain tweet d'un certain Raphaël. ouais, 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 on Euh, parlera. Donc, pour nos auditeurs, vous allez rester, vous allez voir comment l'extrême gauche, et puis là, la véritable extrême gauche peut analyser la situation en Turquie. Autant dire que moi, je préfère avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu plutôt que de balancer ce genre de choses sans réfléchir. Alors, donc on attaque tout de suite le tweet, enfin la série de tweets de Raphaël Arnaud ou on attend un peu? Ou enfin, t'as ben, quelque chose encore? bah, tu sais quoi, voilà, On, quand il y a des nuisibles, mieux vaut les éliminer de suite. Après, ça prolifère tout ça. On va on y commencer va. par le tweet. Voilà, c'est bien. On va commencer par le tweet. C'est ici. Donc, maintenant, je vais normalement pouvoir le faire sans que ça fasse trop grésiller. Élection présidentielle puis législative en Turquie. L'extrême droite au pouvoir, avec Recep Tayyip Erdogan, inquiète particulièrement les camarades là-bas. La situation est extrêmement tendue et dangereuse. Alors,
L'extrême droite au pouvoir, déjà, t'as quelque chose à y redire, je crois. Alors oui, avant tout, faut pas oublier que dans n'importe quel mensonge, il y a toujours un petit peu de vérité. En effet, l'extrême droite, turque, donc le MHP, Ouais. est allié avec Erdogan. Ça, c'est une vérité. Sauf que l'extrême droite en Turquie, encore une fois, n'a pas la même aura que celle en France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oh, ok. C'est des gens totalement différents et en fait, leurs signes de ralliement sont la tête de loup. Donc vous pouvez voir, il n'est pas en train de faire le signe métal actuellement, il fait le signe de la tête de loup, donc les loups gris, qui était en fait une branche paramilitaire du MHP, qui à l'époque était contre justement les terroristes kurdes. Mais bon, ça Ouais. c'est encore une autre histoire. C'est un peu le On, GUD, mais version. on pourra faire, si tu veux, un jour une émission sur les loups gris, ça peut être très intéressant, et voilà. Mais passons. Ouais, bah. Pour les législatives, Euh, peut-être? On en fera un ben, petit aparté là-dessus. les législatives, je crois que le MHP a pris est le troisième parti. Donc Ouais, c'est historique ça aussi, hein. c'est pas, c'est pas n'importe quoi, en fait. Non, 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 pas du tout. Là, faut savoir qu'ils travaillent avec Erdogan depuis pratiquement le début. Hmm. Ils sont, ils ont plus ou moins les mêmes idées parce qu'ils sont tous les deux patriotiques. Cela dit, c'est quand même Erdogan qui prend la décision. Donc Erdogan est pro-migrant. Hmm. C'est un socialiste, faut pas l'oublier. Il est du côté du peuple. Il a accueilli beaucoup de migrants, que ce soit d'Afrique ou bah, les Syriens. Il y a énormément de Syriens en Turquie actuellement. Oui, oui, Et oui. Là, il je vais pour faire, le fait que, je vais juste que les faire migrants. Ouais. un petit point là-dessus. C'est généralement quand on dit qu'il y a des migrants ou autres, plus de la majorité des migrants sont dans les pays limitrophes. Donc, quand il y a eu, enfin, quand il y a quand ça merde en Syrie, les gens ils se barrent vers, bah, pas vers la France, ils se barrent beaucoup plus les autres, enfin, vers les pays vraiment autour pour espérer retourner au plus vite chez eux. On a une question de Christer qui n'a pas entendu la première partie. Les médias français présentent Erdogan comme un dictateur ou c'est moi qui interprète mal. Ouais, ouais, c'est bien ça. La présentation des médias français enfin, les médias français présentent Erdogan comme un dictateur et comme quelqu'un d'extrême droite. Alors, Surtout. posons-nous la question, mes chers auditeurs et mon cher moral politique. Est-ce que les médias français ont choisi un camp? On appelle Erdogan le dictateur, le sultan, et Kemal Kılıçdaroğlu le Gandhi turc. Ouais. Alors, est-ce que ça penche d'un côté ou de l'autre? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que j'aurais confiance en un média qui serait neutre. Et en Ouais, l'occurrence, c'est pas le cas. ce Ils qu'on sont essaie de faire ici, ce qu'on essaie de faire ici quand même, hein. Oui, on essaie de rester neutre quoi qu'il arrive. De toute façon, j'ai pas encore parlé de Monsieur Kemal Kılıçdaroğlu, ça viendra avec le temps de toute façon. Et bonsoir, John Christer. Et oui, c'est complètement orienté. Parce que le problème, c'est que comme Erdogan n'est pas un yes man, c'est pas un homme de paille, Mm. bah forcément, tu peux pas le présenter comme bien. Par contre, dès qu'il avait bloqué les Syriens en Turquie, qu'il avait gardé les migrants en Turquie, là, on le présentait comme quelqu'un de courageux et tout. On va dire que là, c'est plus trop le cas. Il est clairement anti-européen, on va Mm. pas se mentir. Donc forcément, on le présente comme un dictateur. Oh, Alors pourtant, après, il a fait, pourtant pas la Syrie, la Turquie a une part de son territoire en Europe, hein. Toute petite, mais ouais. ouais, Oui, oui, c'est certes, mais bon, après, c'est anecdotique. oui. Après, il a fait quand même quelques actions qui sont dignes d'un dictateur, ça, on va pas se le mentir. Mm. Cela dit, est-ce que c'est un dictateur pour autant? Non, je pense pas. Voilà. Il Autant y soutenu a. par la population avec, donc, on rappelle 50% enfin, entre 55 et 48% de vote selon les années. C'est ça. Et là, la dernière a 88% de participation. On va dire qu'il est autoritaire. Est-ce que on s'en est un dictateur fini à ce niveau-là? Je Il a suis la pas carte sûr. prison facile. Il a quand même la carte prison facile, hein. On va dire que. Tout de suite, tout de suite. Non, non, mais après, il faut pas oublier aussi, remettez ça dans le contexte. Le pays a failli avoir un coup d'État. Oui, N'oubliez pas ça. C'est ça que ça fait combien de temps que c'est pas arrivé en France, par exemple, quelque chose comme ça.
Un coup d'État, c'est pas arrivé depuis, si je me trompe pas, c'est pas arrivé depuis, même si on prend l'attentat du petit Clamart avec De Gaulle, donc dans les années 60, et puis avant ça, encore avant ça, c'était pas. Enfin, il faut vraiment remonter jusqu'à la 4e ou 3e République pour avoir un coup d'État enfin, au niveau de ce qui s'est passé avec enfin, ce qu'ils ont essayé de faire en Turquie il y a quelques années. C'était donc un groupe d'extrémistes religieux qui a voulu prendre le pouvoir. Hmm. Mais le truc, c'est qu'en fait, le peuple, dans sa grande majorité, est sorti dans les rues et a empêché le coup d'État d'arriver. Ce n'est pas la police qui a empêché le coup d'État, c'est le peuple. D'accord. C'était quelque chose d'assez fou. On a des photos de gens qui se couchent devant les tanks, de gens qui bouchent les pots d'échappement des camions de l'armée avec des t-shirts, ce genre de choses Pour pour les essayer faire de... tomber en panne et tout. C'était une soirée très compliquée. Moi, je me rappelle, les chaînes de télé en fait avaient été prises en otage. Ouais. Donc il y avait des présentateurs qui étaient blancs comme neige, hein. Ils étaient assis avec des flingues pointées sur la tête, hors champ bien sûr. Ouais, tu veux dire, ils avaient Et l'attente actuelle. non, ils avaient peur. Ah C'est oui, ça la oui. différence. Oui, non, Ils mais avaient pas eux, ils l'avaient pas ton, naturellement. ils avaient pas ton petit regard vicieux. Oh, Mais tu pour en sais. revenir au tweet De Raphaël Arnaud. de monsieur Intelligence Supérieure, alors non, Erdogan n'est pas d'extrême droite. N'importe quelle personne en fait qui lirait ne serait-ce que la page Wikipédia du Parti de la Justice et du Développement verrait que ce n'est pas le cas. Ah, ok. Voilà. Par contre, le MHP, qui eux sont alliés avec Erdogan, oui, ils sont d'extrême droite. Mais ce n'est pas la même extrême droite qu'en France. Ok. On va continuer le fil Twitter de Raphaël Arnaud. Donc Raphaël Arnaud, pour ceux qui savent pas, ou pour ceux donc ceux dans le chat, ceux qui reverraient la vidéo en VOD, c'est le chef, on va dire, de la jeune garde antifasciste, donc le groupe Antifa le plus gros de Lyon et peut-être même de France. Hein, Lyon qui a une population pas forcément très politisée, on n'a pas les plus grosses manifs, mais on a les extrêmes les plus durs de France. On a d'un côté la Jeune Garde et de l'autre côté on a le GUD avec la Traboule. Voilà, vous voyez à peu près l'idée, je résume très très vite. Donc Oui, Raphaël Arnaud, qui derrière parle des fraudes qu'il y a eu dans les bureaux de poste avec des bulletins pré-remplis pour Erdogan, des sacs de vote entiers découverts dans les toilettes tout déchirés, des policiers sortent des témoins des bureaux. alors, cette histoire, j'en ai entendu parler ce matin. Ouais, Donc, en fait, l'image que tu vois là, en gros, est un screenshot d'une vidéo où un mec vote plusieurs fois pour Erdogan et le met dans une seule enveloppe. ouais, Ça a été débunké très vite. d'accord. Parce que c'est en plein jour avec tout le monde autour et faut réfléchir 30 secondes en se disant oui, si tu fais ça dans un bureau de vote avec ton téléphone portable en train de filmer les trucs, forcément c'est fake. Qui c'est qui Ouais. laisserait faire ça? Et le mec qui fait ça, est-ce qu'il va le poster sur internet? À moins qu'il soit un adversaire d'Erdogan pour prouver qu'il essaie de tricher ou quoi. Ou de montrer est-ce que ça peut se faire ou pas. Voilà, je suis pas en train de dire qu'il triche pas. Si ça se trouve, il triche, je sais pas. En tout Mm. cas, cette vidéo-là, donc cet exemple utilisé précisément, elle est fausse. Ok. Donc, monsieur Raphaël, hein, trouvez-nous des exemples vérifiés, s'il vous plaît. À ce moment-là, on en discutera peut-être. Eh ben, à la suite. Mais le pire reste certainement à venir. La plupart des partis d'opposition ont appelé à ne pas sortir dans la rue ce soir en cas de défaite d'Erdogan, car des milices ultranationalistes comme les loups gris s'organisent et s'arment. Certains craignent plusieurs attentats. Est-ce que tu as entendu parler d'attentats? Alors, les attentats, non, mais je vais juste faire un petit contexte sur le peuple turc. Mm. Le peuple turc n'est pas comme le peuple français pour plein de raisons historiques, plein de raisons culturelles. Quand il y a un match en Turquie, un match important, par exemple l'équivalent du Paris-Marseille en France qui arriverait en Turquie, il y a des morts. Voilà. Pour vous dire que les mecs sont tellement liés en fait à leur équipe de foot comme si c'était leur religion, les mecs ça arrive à se buter entre eux. Donc, Ouais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? pas À la chaque même fois chose qu'il y a qu'en un match, France. à chaque fois qu'il y a des élections ou des choses comme ça, en fait, on interdit aux gens de sortir. Ah, ok.
parce que c'est des malades, en général. Et en gros, ils ont juste voulu éviter les débordements parce que forcément, il allait y avoir des manifs. Si le pouvoir en place depuis 20 ans tombait, Mm. réfléchissez 2 secondes, il y a un pouvoir qui est en place depuis 20 ans. S'il tombe, qu'est-ce qui se passe dans les rues? Bah, il y aura des gens pas contents Voilà, et et qui vont sortir avec des flingues, encore plus que quand c'est une équipe de foot. c'est ça. Et il faut savoir aussi que ce soir-là, ils avaient fait fermer tous les bars, ils avaient fait fermer tous les restaurants. L'alcool était interdit dans les rues ce soir-là précisément, Mm. parce que justement, ils ne voulaient pas avoir de débordement. Ils ont voulu que ce soit une élection en fait respectable. Et il faut savoir, ils sont pas vraiment laxistes comme en France de ce côté-là. Ils préfèrent prendre des précautions pour pas que ce genre de choses arrivent parce qu'ils connaissent leur peuple. Oui, Ils savent de quoi leur peuple est capable. Donc bon, forcément, voilà. Et l'image que vous voyez là, bah, c'est les loups gris dont tu parlais tout à l'heure. bah non, C'est même pas les loups on- gris? bah, c'est deux personnes avec deux kalachnikovs devant le drapeau de la Turquie en train de faire le signe des loups gris. Mm. Je veux dire, toi et moi, on fait pas partie des loups gris. On prend deux répliques Airsoft, on met deux foulards, on met un drapeau de la Turquie, on fait la même chose, hein. Oh, tout de suite, des Non, non, répliques mais je airsoft. dis juste comme ça. Donc, je dis juste que voilà, on n'a pas la. Oui, non, non, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et Ça puis, si je pourrait peux me être. permettre, les loups gris sont donc un groupe paramilitaire qui est géré par le MHP. Pourquoi ils ont des armes russes? Voilà. Hein, Il y a quoi comme autre La matos? Turquie, la Turquie est équipée d'armes allemandes, hein, ils utilisent des HK depuis des années, et Mm. ça fait 5 ans qu'ils produisent eux-mêmes leurs armes à feu. Donc un groupe paramilitaire turc ne serait certainement pas équipé d'armes de terroristes. Et petite précision, l'AK-47 en général est très très mal vue en Turquie parce que c'est l'arme des PKK. Et en général, voilà, elle est très connotée terroriste et D'accord, ouais, donc voilà. c'est peu probable que ce soit des loups gris paramilitaires et donc résultat qui n'ont pas envie de s'afficher comme des potentiels terroristes. Ah, et la marque Filan n'existe pas en Turquie. Voilà. Ok, Voilà. Comme donc ça, hein, je pose ça. aussi bien c'est une photo qui vient de Syrie ou d'ailleurs pour faire illusion. Mais Ou alors c'est vraiment des loups gris, on sait pas. En tout cas, ça me paraît très peu probable. ok, Mais je n'affirme rien. ok, ok. Ensuite, En cas de défaite d'Erdogan, malgré une triche sans précédent, il pourrait tenter un coup d'État avec le soutien d'une partie de l'armée et de ses milices. Les communautés arméniennes, kurdes ou alévis redoutent de nouveaux massacres racistes. Alors sur... là, c'est très intéressant, là. hmm, Vas-y, je t'en prie. non, je voulais savoir ton avis sur justement cette idée. Alors, les communautés arméniennes, kurdes et alévis Ouais. qui ont peur de nouveaux massacres racistes. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu des massacres racistes en Turquie? Je sais pas, je suis en train de réfléchir là, mais à part le génocide arménien, Voilà, c'est ça, 1916. c'est ça exactement. Et ensuite, je connais pas assez l'histoire de la Turquie pour pouvoir te dire. Bah, ensuite, bon, après, il y a eu la guerre contre les PKK, mais c'est un groupe terroriste. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était des massacres racistes, l'armée d'un pays qui combat des terroristes? Oh, Ça, je laisserai aux autres. ça s'appelle défendre son pays. Après, ah, Après, je sais pas de ce côté-là, voilà. Les PKK, j'en ai jamais rencontré des vrais de là-bas. J'en ai rencontré en France. Malheureusement, il y a eu des discussions plutôt, on va dire, houleuse. musclées. Ouais, Ouais, un petit peu, on va dire. Mais bon, il y a pas eu de drame, quoi. Voilà. Donc, oui, je te mais fais confiance je là-dessus. me méfie de ce côté-là. Peut-être qu'ils ont des revendications aussi, hein. Je sais à peu près quelles sont leurs revendications. Il y a eu beaucoup de racisme en Turquie dans les années 50-60 envers les Kurdes. Ouais, Les choses ont été. Ils ont essayé d'arranger les choses par derrière, mais bon, c'est compliqué parce qu'une fois que le mal a été fait, bah, c'est dur. Après, par oui. contre, le côté. Il y a quand même une question intéressante. Est-ce qu'Erdogan ferait un coup d'État au cas où il perd? Hmm, Là, je peux pas dire grand-chose parce qu'il faut savoir que Erdogan n'est pas quelqu'un de laxiste. ouais. Il- des coups comme ça peut peut-être arriver.
Ok, ouais. Voilà. Et puis, Ah, faut pas non plus jeter la pierre. Alors bon, là c'est tourné de façon. Là, il en est sûr apparemment. Raphaël Arnaud a l'air d'avoir une DeLorean. Il sait ce qui va se passer. Donc mm. lui, il est sûr et certain que ça va arriver. Voilà. Et quand tu nous parlais tout à l'heure du coup d'État qui avait échoué contre Erdogan, et la population elle-même qui était allée s'opposer au- comment ça s'appelle? C'était des islamistes, des Ouais. extrémistes religieux. Ouais, donc quand la population elle-même est capable de s'opposer à ça, si il venait à perdre, est-ce que la population elle-même se soulèverait pas d'un côté ou de l'autre, hein, de toute manière? Disons que ça serait une guerre civile absolument atroce. Voilà. Si jamais Erdogan faisait ça, moi je connais un petit peu le loustic. Je vais pas dire qu'il en serait incapable. Hmm. Je dis juste que ça serait pas très intelligent de sa part et surtout que là, oui, ça serait une guerre civile instantanée en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, quand on voit, enfin, la manière dont tu parles de la Turquie, on sent que ça sera bien, ça réagira très fort. Après, si on se mettait 30 secondes à sa place, Hmm. il faut se dire que ça fait des années qu'il développe le pays. Donc là, on va faire de la psychologie de comptoir, du genre on est à la place du mec. Qu'est-ce qui pourrait le pousser à faire un coup d'État? On pourrait se dire, ça fait 20 ans il est à la tête du pays, 20 ans qu'il développe son armée de façon exponentielle, mais qui, à part la Syrie, il a attaqué personne. Genre vraiment, ils ont essayé de rester loin des guerres et tout, à part les guerres qui sont sur leurs frontières, bien entendu, ça c'est D'ailleurs, normal. c'était un des noms les plus cités quand il fallait faire, comment dire, quand il fallait essayer de trouver un processus de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il peut citer soit Netanyahou, soit Erdogan. Oui, c'est ça. En même temps, il est à la frontière, donc Oui, oui, oui. Et puis, forcément, il y a une, c'était compliqué. il y a une, Mais c'est les mêmes mythos qui vont te dire que les Kurdes combattent Daesh et que c'est eux qui ont battu Daesh, tu vois. ça, je suis Ce genre, pas ce allé genre de voir sur le choses. terrain. Alors, moi non plus, sauf que, voilà, Daesh, il reste quoi de Daesh, en fait, concrètement? Concrètement, oh, j'en sais rien. Là, de ce Disons que côté-là, la frontière turque est remplie de terroristes. Alors, tu vois deux mecs se tirer dessus, t'en conclus ce que tu veux après, tu vois. hmm, Mais moi non plus, j'étais pas sur place, donc. Mais montrer certaines guérillas comme des héros et à côté de ça, tu montres des nations qui appartiennent à l'ONU et à l'OTAN comme des dictatures, pas très intelligent de la part de certains médias. Mais bon, oui, oui. Bon, après, les médias, ils vendent bien ce qu'ils ont envie de vendre. c'est ça exactement. Après, voilà, On s'avance pas sur est-ce qu'il ferait un coup d'État ou pas. je sais pas. Je vais pas commencer à dire. Je pense pas parce que ça serait vraiment bête de sa part. Mais pour finir ce que je disais, là, il pourrait très bien se dire, j'ai fait un pays qui a une armée quand même très puissante. Il faut savoir Hmm, que l'armée turque est très très puissante. Bien qu'elle ne possède pas l'arme atomique, mais elle est tellement proche du Pakistan qui, eux, la possèdent qu'on pourrait presque dire que c'est le cas. ouais, Et la Turquie, cette année, a enfin commencé à exploiter ses ressources minières, donc son gaz, son pétrole, parce que c'était interdit en fait par le traité de Lausanne depuis 1923. Donc cette année, enfin, ils peuvent exploiter. Et la situation financière de la Turquie, techniquement, va aller de mieux en mieux, vu qu'elle va pouvoir vendre du gaz, du pétrole, ce genre de choses. oui, Et le est-ce genre de truc qu'il qu'on n'autorise plus à l'achat, enfin pour la Russie. Voilà, c'est ça. Et tu peux très bien te dire, j'ai amené le pays jusque-là, sachant que le programme politique d'Erdogan depuis 2003 était Turquie 2023. C'est D'accord, le ouais. nom de son programme. Oui. Le but était d'arriver jusque-là, en fait. Et donc à partir de là, il y a plein de choses qui vont pouvoir être mises en place. C'est ça. Alors, c'est juste là-dessus que j'ai un doute. Je me dis, ouais, il serait peut-être capable de dire, j'ai pas fait tout ça pour le laisser aux mains de mes adversaires. Ouais. Et qu'ils s'en Mais tirent les lauriers dès que la situation va mieux. c'est ça, mais c'est la supposition, ça, après. Ok, bon. Dans tous les cas, deuxième tour dans 15 jours. C'est ça, Ok. Bah exactement. on va lancer, enfin on va continuer les tweets parce que c'est tout aussi croustillant. En France aussi, des milices des loups gris pourraient bien passer à l'action et mener des attaques. Ces élections, il y a eu des attaques sur des bureaux de vote à Lyon.
Ils avaient aussi attaqué un centre culturel kurde et avaient mené des chasses aux Arméniens à Dessine. Donc là, ben, on attend un peu de voir ce qu'il y a eu comme attaque. Ben, là, il parle surtout de Lyon et de Dessine. On attend de voir ce qu'il y a comme attaque, mais habitant sur Lyon, j'en ai pas eu trop d'écho. J'ai eu, Sachant que les loups gris ont été dissous en Europe. oui, voilà. Officiellement, entre Offi- guillemets. Après, oui, officieusement, voilà, je n'en dirai pas plus. Mais officiellement, il n'existe plus. Et officiellement, tu n'as plus le droit en France de faire une association qui est liée aux loups gris. Voilà. ouais, et puis on a peut-être des services de renseignement qui sont efficaces, peut-être. Aussi. Euh, Surtout que d'un point de vue. On va parler d'immigration un petit peu. On va se dire que les Turcs ne sont pas l'ethnie qui est le moins bien intégrée en France. Au contraire. oh, En- bah, c'est pour ça que je- je je- je- discute avec un nationaliste turco-ardéchois. Mais non, tout ça pour dire que en général, enfin moi je pense que c'est peut-être l'ethnie musulmane en fait qui s'est le mieux intégrée en France. Je pense. Parce que je m'avance pas trop en disant ça. Euh, Et ils sont pas cons de ce côté-là, en fait. oui, 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 je Il y a, pense il que y a- il y a toujours des débiles, hein, et c'est des débiles qu'on va montrer à la télé, bien entendu. oui, Mais ouais, c'est pas chez les Turcs que vous entendrez facilement des Nique la France ou ce genre de choses. Voilà. oui, ils ont une espèce de respect du pays, puisque c'est le pays qui les a accueillis. Je parle en globalité, oui. Voilà. Et surtout que Monsieur le Sultan Erdogan les engueule souvent à la télé en disant faites pas de conneries et tout, Ouais, restez fiers de votre pays, tout ça. Bon, voilà. faites en sorte que la Turquie ne soit pas entachée par vos actions. Oui, bon, il se rend pas compte que ça sert à rien et que malgré tout ce que pourrait faire de bien, en fait, malgré tout ce qu'il pourrait faire de bien, ça ne changera jamais rien. À Mm, partir du moment où les médias diabolisent le pays et montrent le pays comme un pays du Maghreb, ou voilà, enfin comme vraiment un pays du tiers-monde pas développé, où il y a rien, où c'est rempli de corruption, mm. bah, ils devraient peut-être une fois aller sur place et regarder un petit peu ce qui se passe sur place. Ça serait pas mal en fait. Ouais, on espère, enfin, peut-être que dans quelques années, si la chaîne monte assez, on fera un petit passage, un petit live depuis la Turquie, genre depuis Izmir ou autre, et puis on pourra voir la situation directement, Bah écoute, je peux t'amener directement dans les quartiers les plus dangereux d'Izmir, il n'y a pas de souci, et tu constateras par toi-même la situation. Bah, on la situation. fera, on fera ça. Mais donc sur la liste, il y a Izmir, il y a Mayotte, il y a plein de choses comme ça. Allez, bonne soirée Christer. Bonne soirée. Et on passe à la suite de Raphaël Arnaud. Ah là, il a pas fini lui. Ah non, il a pas fini. Mais je sais même pas si on va avoir le temps de tout faire, hein, tellement il y a de choses. Et puis, alors, on a... Ah si, c'est la fin. Cette situation catastrophique pour les peuples vivant en Turquie et ailleurs nous rappelle pourquoi il ne faut jamais l'extrême droite s'installer au pouvoir. Il oublie un mot. Marquons notre solidarité avec toutes les personnes qui luttent contre les horreurs d'Erdogan et renversons-les. Voilà. Donc, extrême droite, extrême droite, extrême droite. Et comme on l'a dit un peu avant, d'extrême droite en Turquie, bah c'est pas Erdogan le meilleur représentant. Voire même, ce n'est pas du tout le représentant. Alors maintenant, il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que nous devons marquer notre solidarité envers les personnes qui luttent contre les horreurs d'Erdogan. Donc, il parle forcément du CHP et de la table des 6. Mhm. Donc, la table des 6 composée de 6 partis politiques différents aux idées vraiment opposées. Ouais, Qu'est-ce qui se passera si Monsieur Kemal Kılıçdaroğlu arrive à la tête du pays? Je pense que la première chose qu'il va faire, c'est trahir ses 5 compagnons, ouais. histoire de les dégager, parce qu'un pays qui se dirige avec une table ronde avec 6 personnes autour, non, ça n'existe pas, je suis désolé, certainement pas un pays comme la Turquie. Ouais, Et ben, ça serait encore une petite guerre civile. Parce que du coup, il aurait trahi en fait les gens qui l'ont amené au pouvoir. oui. Et
dans ce genre-là, il y a quand même des partis pro-Alevi, des partis pro-Kurdes. Ouais. Voilà, donc il y a des partis d'extrême droite avec lui. Mais Bah, c'est une autre extrême droite, c'est des extrêmes droites kurdes. ouais. Bah, si on reprend la photo que tu m'avais envoyée tout à l'heure, non, il était pas dessus, son. Non, mais c'est son parti. En fait, moi, Alemu Mdié, c'était son homme de paille. C'est lui qui était derrière au final. Mais bon, D'accord, ouais, donc, mais c'est un peu l'idée. Donc, s'il arrive à c'est la, à son la tête parti. du pays, là, les 38%, 30,8% seraient à la tête du pays et l'intégralité donc des autres partis HDP et autres avec qui c'est allié euh, serait floué par cette alliance un peu contre nature. C'est ça, c'est exactement ça. Et on aurait donc l'AKP et l'autre parti nationaliste, le MHP. Le MHP. Donc AKP et MHP seraient, eux, quasiment majoritaires et donc pourraient potentiellement faire une lutte. Et les autres partis de l'Alliance des Six, donc les 5 autres partis, eux, dès qu'il y a un truc qui va pas leur aller, ils vont essayer de dire, bah en fait nous on était élus aussi et on veut notre part du gâteau en réalité. Bah, c'est ça. T'as résumé t'as résumé la situation et surtout que tu peux pas faire confiance en fait. En fait, si s'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire des 5 autres concrètement? Il peut pas les écouter parce ils se contredisent entre eux. Mm. Sachant que le groupe a failli se dissoudre plusieurs fois avant les élections. Il y a eu une semaine où ils étaient plus que 4, les deux autres sont revenus. Bah, parce que regarde l'image que je t'ai mis tout à l'heure. Ouais, Tu vois les élections de 2018. ouais. Tu peux voir que le HDP, donc qui est le parti d'extrême droite, alors gauche pro-kurde, gauche mon cul, passons, Mm. extrême droite pro-kurde, eux sont en fait avaient 8%, et donc les nationalistes laïcs, qui est aussi un parti kurde en fait, Ouais, sont à 7%. ok. Donc voilà, ça représente quand même pas mal. Et Bah il y a disons encore, que tu oublies qu'il y a 3 autres partis qui sont collés à ça. ouais, 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 donc c'est encore pour foutre le bordel, c'est la meilleure situation possible. C'est ça. Et n'oublions pas que, faisons une toute petite parenthèse sur Kemal Kılıçdaroğlu. Ouais, Comme tu me l'as dit tout à l'heure en off, j'ai hâte de voir les journalistes français prononcer son nom de famille. Euh, En entendant, voilà, lui, c'était donc une personne qui travaillait à la Sécu. En Turquie, c'est lui qui était responsable de la Sécu dans les années 80-90. ouais. Ma mère se rappelle très très bien de cette époque, Mm. parce qu'en fait, la Sécu en Turquie, c'était un bordel. Le système que monsieur Kemal Kılıçdaroğlu avait mis en place, c'était que si tu n'arrivais pas à payer tes soins, tu étais enfermé à l'hôpital, comme dans une cellule. D'accord, d'accord. Voilà. C'était très sympathique. Donc en gros, tu pouvais pas sortir de ta chambre d'hôpital tant que tu n'avais pas payé. Et plus tu restais, plus c'était cher. Nickel. Voilà. Faut savoir que C'est. Erdogan avait mis en place la carte vitale, copiée complètement sous système français, Mm. mais voilà, qui est toujours en vigueur actuellement en Turquie. Donc ce monsieur qu'on appelle l'éternel perdant parce qu'il a perdu l'intégralité de toutes les élections auxquelles il a participé, Ouais. Eh ben, a la particularité d'être un homme de paille. un homme de paille. Et il avait un autre homme de paille avant, enfin, aux précédentes élections. Voilà, ils sont très infantiles, hein. Lui et Erdogan sont deux gros gamins, concrètement. Ils vont être. Oui, c'est ça, c'est des prises d'otages. Prise Exactement. d'otage. Ouais. Aux États-Unis, vous Et rentrez pas si vous pouvez pas payer. En Turquie, vous ne tu sortez sors pas pas. si vous pouvez pas payer. C'est ça. On te soigne, mais tu restes là-bas. En gros, c'est un homme de paille dans le sens où il est pro-Europe. Donc Ah, lui, il veut. Pourquoi en France on l'aime beaucoup et qu'on l'appelle le Gandhi turc, c'est parce que il est prêt à. Bah, si tu lui jettes un bâton, il va te l'amener en fait, concrètement. Et d'accord. En ça, fait, ça fallait le pour dire l'Europe, tout de suite. Fallait le dire tout de voilà. suite. Il est pro-européen. C'est pour ça que les journalistes européens l'aiment bien. Surtout les Oui, bah oui. journalistes français.
Et voilà, lui, il est là en train de dire: «Ah oui, vous inquiétez pas, les migrants syriens qui sont à la frontière et qui veulent aller en Europe, je vais les rebalancer en Syrie. Mais à côté de ça, je vais aider les Kurdes à faire leur propre pays dans mon pays». Ouais, super idée. Créons des frontières, supplémentaires, c'est une très, très bonne idée en effet. Pour que Mm. les Kurdes s'intègrent, faisons-leur un pays et balançons-leur, on va les balancer dedans, c'est une très, très bonne idée. Surtout que je pense, enfin, tu m'avais parlé un peu de la situation en Turquie et notamment de ce que Erdogan avait pu faire enfin, pendant toutes ces années au pouvoir, l'accès à l'eau, l'électricité Oui, et pour l'Est. tout ce qui est à l'Est. Est-ce que la zone kurde, elle est touchée par ces avantages ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, Ça avait donc, été touché et en fait, il y avait une, donc ils avaient mis en place, alors par contre cette loi a été enlevée parce qu'il y a eu trop de bordel. C'était mm, qu'ils avaient mis le kurde comme langue officielle de la Turquie, deuxième langue officielle. Mais ça a sauté parce que ça a créé trop de problèmes en fait. ouais, ok. Et il y avait une chaîne, par contre il avait mis en place des chaînes de télé entièrement en kurde. Ouais, et ça, elles sont restées? Celles-ci sont restées, oui. Par contre, ça a pas marché. Il a beaucoup, bon, il a fait un peu de démagogie là-dessus, hein, on peut se mentir. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pas marché. Voilà. Il a essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné. Il y a d'un côté, en fait, tu peux pas essayer d'intégrer les gens et combattre une guérilla qui est composée d'une partie de ces gens, tu vois. Mm, Même si ouais, moi, je considère pas les PKK comme faisant partie du peuple kurde, parce que pour moi, ils sont tellement en train de les enfoncer. Ma vision des choses, c'est que pour moi, les Kurdes et les Turcs sont frères. mm, Je n'aime pas les séparer. Je n'aime pas les voir comme deux peuples différents. ouais, C'est ma vision personnelle des choses. Peut-être que je suis un peu trop naïf, mais j'ai jamais considéré un Kurde comme autre chose qu'un Turc et vice-versa, tu vois. ok. Pour moi, et pareil pour les Arméniens en passage, mais bon, ça après, c'est encore une autre question. Pour moi, on a une histoire commune, on vient du même endroit, on n'a pas à se faire la guerre comme ça, quoi. Ouais, Mais ouais. là, je parle en 2023, hein, contexte 2023. Contexte 2023, oui. Voilà. Oui, dans les années avant, ça s'était pas passé aussi Donc voilà, simplement. pour répondre à ta question, si l'Europe et la France, l'Europe veulent que Kemal Kılıçdaroğlu soit élu, c'est aussi parce qu'ils vont enfin avoir quelqu'un avec qui ils vont pouvoir dialoguer. Parce qu'il est quand même beaucoup plus, il est beaucoup plus ouvert au dialogue que Erdogan. Mm. Attends, j'ai essayé de lire son nom comme les journalistes français pourraient le lire. Ils vont dire Kemal Kılıçdaroğlu. Moi, je t'annonce, Ah, c'est certain. ouais, ils vont dire ça. Kemal Kılıçdaroğlu. Ils vont pas le prononcer. Ils vont pas le prononcer à la. Bah déjà, Erdogan, ouais, Erdogan et Erdogan. Alors en turc, en fait, t'as un G avec un accent Ouais, et ça se prononce Y. Voilà. oh, ok. Enfin, bon, dans tous les cas, on n'a pas fini d'entendre parler de la Turquie. Enfin, quand on s'intéresse au sujet, c'est pas tout de suite que ça va s'arrêter de faire parler. Non, 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 ça certainement pas. Surtout que si jamais, alors on va faire un peu de supputation. Oui, c'est la chaîne Bah, pour ça. voilà, partons du principe que le CHP et Kılıçdaroğlu ont gagné. Bon, Mm. qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer? Alors déjà, il aurait certainement des relations avec l'Europe bien, bien, bien plus intéressantes que ce qu'a Erdogan. Ouais, Parce il se mettrait à cirer les bottes enfin, bah, il va cirer toutes les bottes qu'il va voir. il va Parce que demander c'est son entrée dans voilà. l'Union européenne. Ah non, mais c'est certainement, il fera tout pour, c'est certain. Ensuite, il est du genre, en fait, voilà, il dit qu'il veut s'opposer à Poutine parce que, comme vous savez, Poutine et Erdogan ont de très très bonnes relations. Mm. Et lui, en fait, il peut pas piffer Poutine. Donc, en fait, il veut complètement couper Les ponts les avec la relations Russie. qu'il y a entre les Russes et les Turcs. Mm. Il est pro-ukrainien, donc bon, bah, voilà, il sera de leur côté là-dessus. Il veut vraiment, en fait, que la Turquie soit liée à l'Europe, qu'elle fasse vraiment partie intégrante de l'Europe. Il n'est pas capable de comprendre, n'étant lui-même pas musulman, Mm. il peut pas comprendre que la Turquie est un pays musulman et qu'elle ne sera jamais, malheureusement, jamais acceptée en Europe, comme il le voudrait qu'elle le soit. Ouais, ouais.
je le dis, voilà, je peux le dire, je m'en fous, hein, je suis musulman pratiquant. Je peux vous dire que jamais un pays musulman ne sera intégré en Europe. Je n'arrive pas à y croire, voilà. Ok. C'est triste, je dis ça vraiment avec de la tristesse, mais je vois pas en fait un monde parallèle où cette possibilité existe. Je pense que ça serait vraiment compliqué. Hmm. Bon, après, tout est possible, hein. Et oui, j'espère que ça serait possible un jour, mais Imagine un peu la Turquie avec, comment dire, on va expliquer aux Turcs moyens le, tout ce qui est woke ou autre. alors les woke sont très très présents en Turquie. Ah ouais? Ah oui, 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 oui. Disons que le CHP est très pro-woke de ce côté-là. D'accord, ouais. Voilà. Donc, étant le problème d'Erdogan, le problème principal selon moi, et je le critique beaucoup sur ce sujet-là, c'est qu'il a un peu trop le nom de Allah dans la bouche quand il parle à la télé. D'accord, ouais. Je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied quand t'es un président Hmm. que que de dire le nom de Dieu à la télé alors que, bordel de merde, tu es un pays qui était laïque avant la France. Hmm. Oui, Genre, oui, oui, ça c'est. respecte ça un minimum. Là-dessus, je le critiquerai. Alors, ce sera pas le cas de Monsieur Cristaldo, ça, c'est certain. Hmm. Vu que monsieur a. Bah, il essaie de faire un peu de démagogie religieuse, mais il a du mal à le faire, hein. Donc, le mieux, c'est qu'il en fasse pas. Et puis, Hmm. les laïcs turcs, de toute façon, de ce côté-là, l'aiment beaucoup. Voilà. Eux, je Ok. pense qu'ils veulent. En Turquie, je pense que les gens qui sont opposés à Erdogan veulent surtout dégager le musulman Erdogan. Ils doivent pas spécialement aimer le fait d'avoir un musulman à la tête du pays, je pense. D'accord. Donc Voilà. pour Erdogan, un peu moins de religion et un peu plus d'électricité, de gaz et d'eau dans les campagnes, ce sera très très bien. Même D'ailleurs, si il a déjà fait une grande partie. ouais, mais c'est son dernier, son dernier petit coup de pub pour les élections, là, c'est qu'il a mis le gaz de ville gratuit pour un an. Oui. Donc Parce que comme ils ont forcément, commencé. Ouais, mais ça, c'est pour choper des voix, on va pas se mentir, hein. On n'est pas là pour. oui, 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 on défend ce qui est défendable, pas le reste. Ouais, de mon côté, voilà, si. J'essaie de rester le plus neutre possible, mais étant donné que le MHP est lié à Erdogan et que moi je me sens plus proche du MHP dans leurs idées, je Mm. vais forcément avoir un discours plus orienté. J'aurais aimé que ce soit lui qui passe, juste pour ça en fait. Ouais, Même si dans les législatives, là en l'occurrence, il faut pas oublier que c'est lui et le MHP qui ont la majorité, et que de toute façon, n'oubliez pas que si jamais il passe pas et que c'est Monsieur Kılıçdaroğlu qui gagne, il va trahir ses compagnons. Donc, à l'Assemblée nationale, ça va être le bordel, ouais, et ce sera quand même Erdogan et le MHP qui auront la majorité, quoi qu'il arrive. oui. Donc, ce sera un pays en pause pendant 5 ans, concrètement. Bah, un peu ce que j'avais dit, enfin, ce que j'avais dit. Ce dont on avait discuté, c'est que théoriquement, si Erdogan a la majorité absolue à l'Assemblée, est-ce qu'il peut redevenir Premier ministre? Euh, je pense pas qu'il ferait ça, de toute façon. Il ferait pas ça? Bon. Il ferait pas ça, je pense. Ouais, donc il va pas essayer de faire une Mélenchon 2022. Non, 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 bon, quand tu vois ce qui s'est passé avec Merluche, Ça a pas trop réussi. Ça aurait pu être pire. Ils auraient pu perdre beaucoup plus de sièges, mais ça a pas été non plus la grande razzia qu'ils pensaient pouvoir faire. non, non, c'est clair. Mais puis, de toute manière, n'oublions pas que en fait, le système présidentiel turc est différent de la France. Là, actuellement, Erdogan, il a tous les pouvoirs. Oui, oui. Concrètement, on va pas se mentir, voilà. Bah, quel pouvoir notre président n'a pas? Alors, ici, c'est différent parce que ici, on va être hypocrite en disant, c'est les Turcs qui ont un dictateur et nous, on n'en a pas et on va balancer les 49.3 avec une mitrailleuse. Bon, Et des articles 40, mais ça, ce sera voilà, pour la exactement. suite du stream. Vous n'êtes pas prêts, hein, je vous garantis les viewers.
Et puis, bon, voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on le saura dans 2 semaines. On pourra toujours, si tu veux, refaire une émission dans 2 semaines. Ouais. Et puis, je pense que en vrai, je sais pas. Parce que là, c'est vraiment un 50-50. Mm. Il y a le tout sauf Erdogan qui est très présent. Ouais. Heu, le peuple, c'est pas que la moitié du peuple ne l'aime pas ou quoi, c'est surtout que la moitié du peuple veut du changement Mm. et tu peux pas attendre du changement d'un mec qui a 75 balais comme lui et qui est au pouvoir depuis 20 ans, en fait. Oui, 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 c'est normal. Tu veux qu'il change quoi? Parce que en fait, Erdogan voit les choses à long terme. Mm. Il veut il veut transformer la Turquie en une puissance mondiale. Bon, ça, bon courage, vu l'inflation qu'il y a, mais bon, passons. Il veut que ce soit un pays du gaz, du pétrole, qu'ils aient une grande armée, tout ça. Ouais. Kemal Kılıçdaroğlu, c'est pas ça. Il veut revenir comme c'était avant. Il va Eux, enlever l'électricité et le gaz dans les grandes villes? bah, ça je sais pas, mais l'Est en tout cas, ils en avaient rien à foutre de l'Est dans les années 80. Ils en avaient rien à foutre dans les années 90. Moi qui suis allé en fait à l'Est de la Turquie quand j'étais très jeune, dans le village de mes parents, donc c'était un village qui n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Mm. On était en 2005. Ouais. Voilà, pour vous dire, en 2005. Aujourd'hui, dans ce même village, il y a un Decathlon et un Burger King. Ouais. Donc la grande. Voilà, la mondialisation est passée par là. Et, bon. Et niveau caractère, on va dire que le côté woke en Turquie, tu en as parlé tout à l'heure, j'ai juste envie d'en parler vite fait Avant de repartir pour tes avant de obligations. repartir voilà, vers des contrées plus lointaines. Mm. Faut savoir que la Turquie était, alors je sais pas si ça a bougé, mais le deuxième pays au monde le plus accro aux réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Qui dit réseaux sociaux Oui, dit dit forcément influence, voilà, ce genre influenceurs, d'influence. les woke, tout ça. Donc la Turquie est de ce côté-là très très woke, mais woke façon américaine. Ah, d'accord. Voilà, les femmes type Karen, il y en a plein. Ils sont à fond dans l'homme déconstruit en ce moment, qui rentre en opposition complète avec le turc cliché avec la grosse moustache qui frappe sa femme. Mm. Donc c'est un peu un bordel de ce côté-là. On va dire que quand tu vas à l'est du pays et quand tu vas à l'ouest du pays, tu as l'impression que c'est deux pays différents. Et ça, tu pourras pas le changer. Oui, Istanbul est quand même une ville très woke, hein. Ça fait des années ils ont des quartiers trans, et des quartiers gays, des gay pride et tout. Il y a aucun souci là-dessus. Il faut savoir que la communauté gay a eu moins de soucis en Turquie qu'en France ouais, et que la Turquie a des stars vraiment nationales en fait, des superstars même qui sont trans et qui ont fait leur coming out dans les années 80. ouais. Et ça, je veux dire, en France, par exemple, quelque chose comme ça aurait été impossible. Oui, oui. C'est vrai que de ce D'un- côté-là, on n'a pas vraiment à leur apprendre. voilà, donc des chanteuses comme Bülent Ersoy, qui sont des femmes trans, et Mm. assumées depuis les années 80, Mm. sont tout de même très aimées, très écoutées. Il n'y a pas de jugement de ce côté-là. Zeki Müren, c'est pareil, c'était un chanteur des années 50-60 en Turquie, qui était ouvertement homosexuel. Il n'y a pas ce côté homophobe là-bas, en fait. Après, on en avait Hmm. on avait des personnalités dans les années 40, 60, enfin entre 40 et 60 qui étaient ouvertement homosexuels, mais on n'en parlait pas en France. En Turquie, ils n'en parlaient pas spécialement non plus. On va dire que ils savaient que c'était le cas, hein, donc Mais en même temps, ça une posait femme aucun trans, problème. voilà, ça posait pas de problème. Aujourd'hui, ça ne posait pas de problème jusqu'à que le wokisme et les réseaux sociaux arrivent. Ouais, Et que, ben, vous savez, le problème, c'est que quand tu essaies de montrer ça autour de toi, ben, des fois, tu arrives dans des quartiers où ils sont plus conservateurs. ouais, Et ils aimaient garder ça privé, en fait. Ils d'accord, aimaient ouais. le côté vie privée. Quand ça commence à se mélanger dans la rue, là, c'est encore un peu différent. Ouais, c'est chacun chez soi, et puis les cochons seront bien gardés. Enfin, cochons. En tout cas, Les là, vaches. Istanbul est une ville très gay, très trans, et c'est même mondialement connu pour ça. D'accord. Oui, un Donc, peu comme Tel y a- Aviv, Jérusalem. y a- bon, je vais rien dire. Oui, non, de ce côté-là, non. Bon, et puis on va te laisser aller à tes rendez-vous. Ça marche, écoutez, ben, on se reverra sûrement pour le second tour, ou même Ouais. si on Et peut faire une petite parenthèse sur les loups gris un de ces jours. ouais, second tour, législative, tout ça, tout ça. On fera ça, ouais. Allez,
On verra bien ce qui se passe. En tout cas, moi, je n'arrive pas à me dire ce qui va se passer. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est vrai que c'est assez. Très, c'est- très serré quand même. Ouais, c'est très serré. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée. Et Bonne merci soirée d'être à vous passé. tous, mais pas de soucis, c'est quand vous voulez. Au revoir. Allez, ciao. Et voilà, j'espère que notre petit passage sur la Turquie et sur les dernières élections vous a un peu intéressé ou vous a permis d'en apprendre plus. Bonsoir Hugo Perchoir qui parle à tous pour la première fois. On va revenir sur des sujets un peu plus français et notamment sur quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure avec Batal, mais qui était un peu moins. Batal l'a pas trop apprécié. C'est vrai que c'était assez. Ah, salut Hugo, ouais, je me souviens là. Des fois, il faut que je remette tout en place. Là, on va reparler de Monsieur Raphaël Arnaud, mais en bien, parce que il a dit quelque chose qui est quand même un peu intéressant et qui va nous permettre de passer directement de la Turquie à la France. Il nous a rappelé un vieux slogan qui était utilisé dans les années 30 par par la droite bourgeoise, plutôt Hitler que le Front populaire, parce que notre très chère première ministre préférait LFI, préférait le RN à LFI. Et ça remonte, ça fait écho à notre émission numéro 7 sur l'extrême droite et est-ce que, qui, la droite, droite centre-droite de Macron, va préférer entre LFI et le RN. Bon, la réponse aujourd'hui, on l'a. Elisabeth Borne est totalement pour plus soutenir le Rassemblement national. Parce que voilà, quand même, dans l'extrême droite, il y a quand même droite. Théoriquement, ils sont plus proches sur le point de vue économique. On va voir sur le côté de l'intérêt des travailleurs, ce que va choisir le RN dans les prochaines années. Pas les prochains mois, faut pas, ils y vont quand même assez lentement. Mais dans les prochaines années, peut-être aux prochaines élections. Et c'est intéressant de se poser la question pour une raison toute simple, c'est que le RN a une énorme base ouvrière. C'est le premier parti, c'est le premier vote ouvrier de France. Après l'abstention évidemment, mais il y a plus d'ouvriers qui vont voter Rassemblement national, Marine Le Pen, que d'ouvriers qui vont voter LFI, Jean-Luc Mélenchon. Et après, ça c'est les questions un peu économiques. Sur d'autres côtés, de toute manière, le RN n'aura plus rien à faire, notamment avec Darmanin qui a pas mal fait du travail. Il a laissé aucune loi sécuritaire au RN. Là, je vois pas ce que le RN pourrait rajouter de plus. Peut-être que certains auront la réponse, mais voilà, je vois pas ce que le RN pourrait rajouter en sécuritaire. C'est tellement compliqué de savoir ce qu'il pourrait rajouter en sécuritaire que, en fait, je vais vous lire simplement le tweet. Olivier Kahn, spécialiste du droit pénal, sous la Ve République, il faut remonter à la guerre d'Algérie pour retrouver de telles interdictions systématiques de manifestation. Mais à l'époque, le préfet s'appelait Maurice Papon. Et Maurice Papon, pour ceux qui ne se souviendraient pas bien ou qui n'auraient jamais entendu parler de ce nom, et c'est un ancien sous-préfet, puis préfet pendant le régime de Vichy, puis secrétaire général de la police entre 1951 et 1954, sachant qu'en 1953, des policiers ont tiré sur une manifestation faisant 7 morts. Ça donne un peu une idée de ce à quoi on compare notre préfet de police actuel et l'ancien préfet de police. Et parce que c'était pas assez pour Monsieur Papon, en 1961, alors qu'il avait repris il avait le stade de préfet de Paris, il me semble. Il y a eu une manifestation du FLN, Front
Front de Libération, donc orienté, c'était avant l'indépendance de l'Algérie, donc c'est quelque chose qui voulait vraiment l'indépendance. Enfin, le FLN voulait vraiment l'indépendance de l'Algérie. Ils ont voulu faire une manifestation qui n'a pas été autorisée. Il y a eu, selon certains historiens, l'usage de la force par Maurice Papon aurait fait 120 morts pour cette seule manifestation. C'est un peu, voilà, ça donne. On ne veut pas en arriver là quand même. Là, ce qui s'était passé aussi à l'époque, qui ne s'est pas passé enfin, à nos jours, c'est que en 1961, il y avait entre janvier et octobre, donc la manif était le 17 octobre. Entre janvier et octobre, il y avait 22 policiers qui étaient morts, donc soit d'attentat, soit dans l'exercice de leurs fonctions. Mais la préfecture avait quand même recensé 173 décès sur des Nord-Africains. Donc c'était pas tout à fait le même ratio. Maurice Papon avait dit pour chacun, enfin lors d'un comment ça s'appelle, lors d'un enterrement d'un policier début octobre, il avait dit pour un mort dans nos rangs, il y en aura 10 en face. Enfin, pour un dans nos rangs, il y en aura 10 en face. Il a fait quelque chose à peu près à ce niveau-là. On n'a pas eu de décès de policiers dans les manifestations, et on espère que ça va continuer comme ça. Et on va espérer qu'on n'ait pas non plus de décès de notre côté, enfin du côté manifestant. De notre côté, c'est des formations professionnelles. Je suis plus souvent dans la manifestation pour suivre ce qui se passe que de l'autre côté. Même si je pense que je vais essayer de faire une manif avec le point de vue des forces de l'ordre à un moment pour bien voir leur point de vue. C'est important de pouvoir le défendre. Enfin, le défendre. C'est important de pouvoir en parler aussi. Et il y a aussi 9 décès supplémentaires à mettre à Monsieur Papon pour l'affaire du métro Charonne, donc une manifestation toujours non autorisée qui a fini avec 9 personnes matraquées à mort comme le dit très bien la chanson de Renaud Hexagone, 9 personnes matraquées à mort dans les entrées du métro Charonne à Paris. Donc 9 personnes, tous syndicalistes et quasiment tous du Parti communiste français. Il y en avait un seul qui n'était pas encarté au parti, au PCF. Enfin, juste Parti communiste à l'époque, je ne sais pas si c'était encore, si c'était déjà PCF ou s'il y avait déjà la distinction qu'on a aujourd'hui. Côté manifestant, fais gaffe au lacrymo, et du côté FDO, fais gaffe au pavé. Oui, bah oui, je vais mettre des casques si je suis du côté, si je fais, si je filme du côté des forces de l'ordre. Et les lacrymos, ben, on rappelle, respirez pas la lacrymo, ça fait tousser. Hein, on cite presque du Kaamelott. Dans les nouveaux moyens aussi que le gouvernement a décidé d'utiliser pour limiter les manifestations ou autres, ils s'en sont pris au réseau Telegram. Voilà, donc Telegram n'était plus téléchargeable sans modifier son DNS. On va lire le tweet comme on peut le faire maintenant. La France vient donc de censurer le raccourcisseur de lien Telegram. Testé à l'instant via SFR et Orange, inaccessible. Pas même de réponse comme celle ci-dessous. Le surblocage est hallucinant. Et c'est pas dans le bon ordre, désolé. Mais donc voilà, il y a un côté où il faut installer un DNS pour pouvoir il faut changer son DNS, donc une part pas du programme, mais de ce qui vous permet d'accéder jusqu'à Internet pour arriver à télécharger un lien Telegram qu'on vous transférerait par téléphone ou par message. Et pour plus d'explications sur ce qu'est le DNS, c'est ça, tu changes une partie de ton adressage. Pour plus d'explications sur ce qu'est le DNS, il y a un fil Twitter extrêmement bien noté, extrêmement complet.
chez un grand FAI public, il est probable que vous soyez tombé sur cette page ce matin. Comment est-ce possible? Un mini-thread vulgarisé. Ce blocage est dû à l'utilisation de ce qu'on appelle DNS menteur. Dans ce cas-là, c'est suite à une mesure prise à l'époque de Hollande-Cazeneuve pour pouvoir bloquer des sites terroristes et de la pédopornographie. Donc voilà, toujours l'utilisation de lois antiterroristes pour arrêter des menaces actuelles. Parce que, soyons très clairs, si vous pouvez avoir... Donc là, l'excuse, c'est pour la pédopornographie. Si vous avez Telegram qui peut être visé pour ça, dans ce cas-là, vous pouvez viser Twitter, parce que vous avez des choses qui peuvent passer sous les radars. Vous pouvez viser Facebook. Même problème, je conseille, enfin, vous pouvez aller voir des témoignages de gens qui font de la censure sur Facebook, qui tombent sur des trucs atroces, y compris ça. Ou même Instagram. Hein. Ouais, je vise un peu les influenceurs qui ont l'habitude de montrer leurs bébés ou leurs jeunes enfants pour faire des vues sur Instagram. Ça fait du très gros matériel pour des gens pas tout à fait sains d'esprit et qui seraient un peu attirés de ce côté-là. Et je leur dis à ces gens-là, faites comme Mister MV, vous montrez pas vos enfants. Mister MV qui fait lui du Twitch et autres, bah lui à chaque fois que sa fille arrive pendant qu'il est en train de jouer ou autre, il coupe la webcam, comme ça on entend. Par contre, son gosse n'est pas utilisé pour d'autres choses qui n'auraient rien à voir avec son stream. Ou alors, si vous avez ce genre d'activité devant le stream de Mister MV, ben c'est pas grave, mais avec Mister MV, pas avec son gosse. Il suffit de voir la vidéo de Maxella sur les chaînes d'enfants. Exactement. Il y a plein de gens qui font beaucoup de contenu extrêmement documenté pour montrer un peu les problèmes de montrer ses gosses ou autres sur Internet. Et n'hésitez pas à aller les voir. Kuro, si jamais tu veux envoyer le lien vers la vidéo de Maxella, c'est tout à fait possible. Mais c'est quoi un DNS au juste? Un DNS ou Domain Name System Notez mon accent extraordinaire. est un service qui permet de traduire des noms de domaines comme twitter.com en une IP, par exemple le 101.0.113.69. Ainsi, votre équipement peut accéder à vos sites internet préférés et vous l'afficher. Mais alors, pourquoi un DNS menteur? Un DNS menteur va, à la place de vous donner l'adresse IP correcte pour que vous puissiez accéder à twitter.me, va vous répondre une autre IP qui vous redirigera vers autre chose. Qui vous redirigera alors vers autre chose. Ici, le site montré dans le premier tweet. Dans ce screen, on demande à 1000 probs en France de résoudre le problème, de résoudre le domaine telegram.me. 599 probs nous donnent l'adresse IP correcte et 312 nous répondent une autre IP. Du point de vue d'un utilisateur qui est concerné par ce mensonge, on peut utiliser la commande dig. Bon, après, c'est beaucoup d'explications, mais voilà, ça va normalement sur un DNS classique, ça va vous envoyer sur une réponse normale. Là, les opérateurs, donc les fournisseurs d'accès Internet, les FAI, ont coopéré avec le gouvernement et envoient directement vers un site qui dit que c'était pour... merci Kuro pour la vidéo de Maxella. Mais donc là, le truc va en fait vous détourner de votre voie. C'est, pour résumer, si vous voulez vous rendre à Paris en partant de Lyon, et ben là, c'est le gouvernement ne veut pas que vous arriviez à Lyon et tous les panneaux d'indication ont été changés et vous vous retrouvez à Vesoul. Un peu pour résumer l'idée. Voilà, et donc c'est un des nouveaux petits moyens qui est utilisé pour empêcher les gens de discuter de manière cryptée, puisque c'est le principe de Telegram,
sachant que le cryptage est pas, enfin la sécurité n'est pas non plus absolue. La conception du DNS menteur est bien, mais mal utilisée la plupart du temps. Et oui. Mais donc là, le Telegram, ça sert juste à s'envoyer des messages que des gens ne peuvent pas voir s'ils n'ont pas vos identifiants ou autres. Normalement, les messages entre eux ne peuvent pas être, même s'ils sont saisis, ils ne peuvent pas être lus. C'est l'idée de la communication, pas cryptée même, oui, c'est chiffré, pas crypté. La CIA peut le faire. Les Israéliens ont un programme, il me semble que c'est Pegasus, qui permet de voir absolument tout, de siphonner l'intégralité d'un téléphone s'il y a besoin. Quand vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Par contre, c'est un tout petit peu plus chiant pour les services de renseignement. Même s'ils ont les moyens, c'est pas forcément le truc que tu peux faire facilement. J'ai lu une interview d'une ex de la DGSE qui explique comment ils ont chopé un chef islamiste grâce à sa femme via Telegram. Oui, bah oui, ça donne un peu une idée, mais s'il faut arriver jusqu'au niveau de chef islamiste pour dire voilà, on va développer, enfin on utilise ce moyen pour récupérer, et que c'est la CIA qui s'en charge, peut-être que pour 150 ou 200 ou 300 ou 1000 factieux comme vous, hein, mais bienvenue dans la faction, nous le savons tous. Mais pour 1000 ou 2000 ou 3000 factieux, peut-être que c'est pas super intéressant comment dire, d'utiliser ce genre de choses. Et ça va prendre du temps surtout. Et donc à partir de là, vaut mieux interdire plutôt que d'aller essayer de crypter, enfin de déchiffrer je sais pas combien de messages. Noyé dans la masse, un message chiffré ressemble à un autre, c'est ça. Donc voilà, le gouvernement qui a dit on va arrêter un peu de s'emmerder, on va enlever Telegram aux gens et puis ça ira très bien. Mais vous vous rendez compte quand même de l'avalanche de... Même les moyens, utiliser DNS menteur, interdire Telegram, tout ce genre de choses, tout ça pourquoi ? Pour lutter contre les Intervildusbeul, dont nous parlons depuis déjà quelques temps. On va pas montrer tout de suite le résultat, le décompte de 100 jours de Sbeul. Vous allez comprendre tout de suite, enfin vous allez comprendre pourquoi très vite. Parce que, en premier lieu, on va lister un peu ce qui s'est passé. J'espère juste que ça n'a pas trop... Non, ça c'est l'ancien truc. Là, il y en a un qui s'est barré un peu au milieu. Un des plus gros brouteurs de la planète est tombé dans les griffes du FBI car il a leak une de ses adresses mail dans une story Instagram. Oui, des fois, comment dire, les erreurs humaines sont beaucoup plus efficaces que déchiffrer des mots de passe. Mais donc, Interville-Macron, Lyon qui a décidé d'accueillir, donc après avoir fait chier Macron, on avait vu ça directement, je vous avais montré les images en direct de la manif. Bah, comme Macron s'est envolé vers d'autres cieux, là ils ont accueilli juste le ministre de la Santé à grands coups de casserole. On est classique, c'est valide, ça a encore fait monter Lyon au niveau des points. Mais il y a des choses qui sont passées dans d'autres villes au niveau du classement. Notamment Dunkerque. Parce que Macron avait interdit quasiment 1 km². Il avait interdit 83 hectares dans Lyon. Dunkerque, il a dit bon, bah, ça marche bien, on va faire la même chose. Et on met la ville derrière d'énormes barricades. Enfin, le centre-ville, là où il était. Donc, le problème, c'est que vous avez Macron, vous avez 5 ministres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, les gens, ils sont quand même allés. Non seulement les gens, ils sont quand même allés, mais en plus, ils ont fait tellement de choses, ça a tellement fait monter dans les points,
vu qu'il y avait Macron et 5 ministres, que le Nord est passé en première position. On félicite quand même énormément nos amis du Nord, hein, pour avoir fait passer leur département à la tête du classement, avec c'est très honorable d'aller faire chier les barricades de CRS. Ça se respecte. Et le Rhône est passé en 3e place à 134 points, grâce à l'action qu'ils ont fait contre le ministre de la Santé. Et vous voyez, hein, le Nord, 140 points d'un coup, grâce à l'action contre Macron. On note un peu le chahut, manifestation, casserolade, huée, mise en sobriété énergétique, parce que Macron s'était quand même déplacé avec s'était déplacé avec des groupes électrogènes, mais ça n'avait pas suffi. Enfin, ça a suffi, mais quand même, c'est bien de couper l'électricité de temps en temps. Débauche sécuritaire, ça fait des points en plus. Président de la République x6, ministre x5, x3, ministre de l'Intérieur x4, ministre x3, ministre délégué x2, 2 ministres délégués, voilà, un ministre, le ministre de l'Intérieur, un autre ministre et le président de la République. 140 points, bravo à eux. Vraiment, 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 bravo à eux. C'est propre. Rien à redire là-dessus. Ensuite, après ce petit... Ça va forcément être moins gros, hein, on le sait, mais c'est quand même festif. Vous avez Éric Ciotti, président des Républicains, qui est venu face aux salariés qui faisaient des casserolades et qui leur a dit « Non, mais c'est bon, on va pas mourir au travail. Hein, on n'est plus dans les années où ça risque. » Ce qui est dommage, c'est que les gens oublient un peu certaines choses à propos d'Éric Ciotti, mais oui, il a osé. Mais les journalistes et les gens qui tiennent, entre autres, brefs de presse, ont de la mémoire. Et ils ont des dossiers. Notamment... Allons-y. Quand ils étaient ensemble, l'épouse d'Éric Ciotti était payée 20 000 euros par an comme collaboratrice pour son mari pour 5h30 de travail par semaine, soit 8 fois plus que le SMIC horaire de l'époque. Et la France a recensé 750 000 accidents du travail en 2021, dont 645 mortels. Tous ne sont pas signalés. Avec une moyenne de 2 morts par jour, la France fait partie des plus mauvais élèves des classements européens en matière de sécurité au travail. Mais on ne meurt plus au travail. On va pas trop rentrer dans l'art, hein, mais c'est quand même pas la joie de sortir ça devant des ouvriers qui, eux, savent qu'on peut mourir au travail, voire ont vu des gens, donc de leurs amis ou de leurs collègues, mourir au travail. C'est vraiment pas très très fin. Ensuite, les coupures d'électricité font flipper l'organisation du Festival de Cannes. Hein, la CGT avait déjà dit que s'il y avait réforme des retraites, j'ai un collègue qui a failli y rester sous une machine de 3 tonnes. Oui, bah tu m'étonnes. 3 tonnes, c'est rien, hein. Je rappelle que M. Bruno Le Maire, ministre du Renflement Brun, n'est pas capable de savoir ce que c'est un hectare, donc 1 tonne pour un membre du gouvernement. Est-ce qu'ils le savent vraiment ? Donc, la CGT avait déjà dit que s'il y avait la réforme des retraites, il n'y aurait pas de festival de Cannes. Visiblement, à Cannes, ils ont pris la menace au sérieux. Ils ont dit manifestations et rassemblements interdits à Cannes pendant toute la durée du Festival international du film. Mais est-ce que la mise en sobriété énergétique est comprise ? Non, franchement, ça peut se jouer. Hein. Et puis, entre une manifestation et juste tu coupes l'électricité, tout de suite. Non, interdiction de mettre des gens sous un camion, hein, monsieur Courreau. Hein, je rappelle, pour les débauches de moyens sécuritaires, si dans les années 60, monsieur Papon était prêt à tuer des gens dans les manifestations, c'est parce que normalement, les gens en face étaient prêts à faire des attentats ou à
à kidnapper des PDG. Ah, je suis pas pour les attentats, les kidnappings de PDG. Vous voyez ça entre vous, ça me concerne pas. Mais voilà, parce que les actions des manifestants ont un peu baissé, enfin ont même carrément baissé. Les actions des forces de l'ordre avaient aussi baissé et maintenant elles sont en train de remonter. Derrière, nous avons quelque chose d'un peu festif. Nous avons un carnaval surprise à Paris où plusieurs personnes se sont réunies, mais vraiment en mode hop, c'est pas une manifestation, hein, juste un carnaval. Il y a des vidéos que j'avais trouvées à la base qui ont été supprimées, mais j'ai quand même fait mon possible pour que vous puissiez voir ces magnifiques images de carnaval. Parce que c'est bien, hein, c'est bien d'avoir ce genre de carnaval de temps en temps. Ça met du baume au cœur. Plutôt que les attentats, des carnavals. Et c'est dommage, dans la vidéo de base, il y avait un magnifique montage avec une poubelle qui faisait comme ça, avec une tête de Macron, c'était dantesque. Mais j'essaierai de vous retrouver l'image au cas où. Il y a une ministre que nous ne connaissons pas, comme pas mal de ministres, qui s'est fait accueillir par une casserolade. Comme quoi, les gens sont pas connus, mais ils se font quand même accueillir. Et ça, c'est beau. C'est très très beau. Et pourquoi il me l'a mis dans tous les sens? Mais Macron a eu une... Ah oui, c'est ça. Macron était aujourd'hui à Versailles et il a eu aussi une casserolade. Je vous passerai bien l'image, mais elle a décidé de partir dans un autre sens. Il a eu une casserolade. Il a accueilli 200 PDG internationaux pour leur dire choisissez la France. Dont Elon Musk qui avait dit que l'âge de retraite en France était trop bas et qu'il fallait absolument faire la réforme de toute manière. Donc il était entouré de gens, vraiment, il peut s'assurer qu'il soit bien, qu'il soit d'accord avec lui. Il a quand même sorti pas mal de choses ces derniers temps, notre président. Notamment, parce qu'il y a urgence écologique, il a sorti que... Il demande une pause réglementaire européenne sur les normes environnementales. Il estime que l'Union européenne a fait plus que tous les voisins et qu'elle a désormais besoin de stabilité. Et donc, résultat, les gens ont ironisé, pousse, je demande une pause réglementaire des contraintes environnementales. Des contraintes. Et donc, résultat, les gens ont bien réagi. Hein. Quoi? Les contraintes? Ouais, c'est bon, les nappes vont remonter, les incendies vont se calmer. Ah oui. Mais c'est là où ce sont des gens qui n'ont aucune idée de la réalité des choses. Parce que vous ne mettez pas en pause le climat. Ce serait quand même... c'est quand même complètement hors sol, pour reprendre une expression bien connue, complètement hors sol et puis déconnecté. Le mec, il imagine que le climat, c'est les Français et que en forçant un peu, il va arriver à faire une réforme, enfin à faire des choses sans l'accord du climat. Alors déjà, ça se passe pas bien pour les Français, mais alors une pause des contraintes climatiques, tout à fait, tout à fait. 0 sur 20. Ensuite, il a réitéré encore plus fort que d'habitude. Il commence à être habitué à ça. Il y a quelques années, je disais qu'il suffisait de traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. En disant ça à quelqu'un qui était dans une usine pour chercher du travail. Du travail que l'usine cherchait à recruter quelqu'un dans ce cadre-là. C'est quand même formidable, hein, les coïncidences. C'est très dur d'entrer sur un meeting de Macron en ce moment. Le mec, il est à la recherche d'un boulot dans l'usine qui pourrait lui donner le boulot. Et il lui dit, voilà, il me faut un boulot et cette usine pourrait m'embaucher. Eh ben, faites 1 mètre et proposez votre CV en face. Je crois même que vous l'avez sur vous, je l'ai vu tout à l'heure avant qu'on se rencontre. Enfin, il n'a pas dit ça, mais c'était quasiment l'idée. Hein?
La magie de l'usine, c'est quand un président se retrouve par miracle entouré de 200 salariés acquis à sa cause, mais d'aucun syndicaliste, et qu'aucune question n'est posée sur la réforme des retraites. Autrefois, on appelait ça de la propagande. Et aujourd'hui, on appelle ça de la communication. Vous le dites pas trop fort, je demande des conseils de communication à quelqu'un, et si elle apprend que je fais un parallèle entre la communication et la propagande, je passe un seul quart d'heure, donc ça reste entre nous. Enfin, ça nous fait arriver sur le sujet habituel, le gros sujet habituel, la réforme des retraites. Et je vous avais parlé, ouais, ce sera répété, amplifié, tout à fait. Je vous avais parlé de la menace du 8 juin et de l'idée du groupe Lyot de faire une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Je vous avais donné au moins 2 bonnes raisons pour que ça ne passe pas. C'était le Sénat qui en fait continue à soutenir Macron et refuse le texte, à peu près dans les mêmes proportions que ça s'était fait avant. Le Sénat ne regarde simplement pas la loi, comme il a la possibilité de le faire. Il peut arriver et dire elle est bien arrivée, elle est bien au chaud dans un tiroir, et on a fermé le tiroir. Mais promis, on la regardera un jour. Ils n'ont aucune obligation dans le temps de faire ça. Je vous rappelle que la loi qui demande un casier vierge pour les élus, qui a été déposée qui a été votée en première lecture en avril 2017, précisément le 1er avril 2017, et elle a été reçue au Sénat le 2 avril 2017. Elle dort toujours dans les cartons, elle n'est pas votée. La loi demande à ce que les élus pour les élections locales, grosso modo, présentent un casier judiciaire vierge comme des centaines et des centaines d'emplois en France. Il y a donc le président d'Anticor qui disait il y en a 340 et des poussières. Ça, c'est ce que j'ai chiffré dans le bouquin, parce qu'en réalité, il y en a plus de 600. Je me suis juste arrêté là parce que j'en avais marre de compter. Il aime bien taquiner, hein, monsieur Philippe Pasco. Mais voilà, c'est un peu l'idée. La loi qu'Anticor a essayé de faire proposer à l'Assemblée nationale a fait la première lecture, et depuis, elle dort. Et la loi de Lyot sur la réforme des retraites pourrait faire exactement la même chose. Mais le gouvernement, quand même, il flippe un peu et il se dit on va quand même trouver une 3e solution pour être sûr au cas où que jamais cette loi elle passe. Et c'est l'article 40. Alors, qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce que c'est ça? L'article 40, qu'est-ce que c'est Alors que la proposition de loi déposée par le groupe Lyot visant à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite doit être examinée à l'Assemblée nationale le 8 juin, la majorité présidentielle envisage la possibilité de la déclarer irrecevable sur le plan financier. L'article 40 prévoit que tout amendement ou proposition de loi qui dégrade les comptes publics peut être jugé irrecevable. Voilà. En traduction, vouloir enlever une réforme qui coûte 15 milliards, et enfin qui coûterait 15 milliards, mais en réalité elle va rien rapporter du tout, c'est les épisodes précédents où j'expliquais qu'à chaque fois qu'on a fait une augmentation du départ de l'âge à la retraite, toutes les économies qui étaient faites partaient en chômage pour les seniors, en RSA ou en sécurité sociale au niveau des arrêts maladie, parce que les seniors finissent plus souvent au chômage, enfin sont plus souvent soit au chômage, soit au RSA, soit blessés. Cette loi, donc, cette réforme qui ne sert à rien sur le plan financier, son abrogation pourrait être refusée parce que ça dégraderait la tenue des comptes publics. Ils n'étaient pas aussi vigilants sur, comment dire, juste la suppression de l'ISF, qui, selon l'IFRAP que j'ai déjà cité ici, l'IFRAP a chiffré en 2022
que la réforme, enfin la suppression de l'ISF, ça avait fait grosso modo entre 3 et 10 fois le montant de la réforme des retraites. 45 milliards d'euros de pertes de capitaux, 143 milliards d'euros expatriés. Ouais, on avoue, dégrader les comptes publics, il y a des fois, c'est pas tout à fait la priorité, hein. Mais ils arriveront quand même à faire passer des vessies pour des lanternes. Ils sont incroyables. Mais le gouvernement avait annoncé il n'y a pas de temps vouloir annoncer lutter contre la fraude fiscale. Rappelez-vous, nous avons Bruno Demande, ministre du Renflement-Brun, qui avait dit nous allons lutter contre la fraude fiscale et sociale. Mais il y avait des... Enfin, Gabriel Attal est arrivé avec aussi des mesures chocs, interdiction de crédit d'impôt pour les fraudeurs, suppression du droit de vote, pipo, hein, comme d'habitude. Parce que... En grande difficulté dans l'opinion, le gouvernement promet de lutter contre la fraude fiscale. Une nouvelle arnaque. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron a fait tout le contraire de ce qu'il avait promis lors de sa première campagne présidentielle. Mediapart, toujours dans les bons coups pour mettre des petits tacles. Et puis il faut faire attention, on connaît le principe de Mediapart, c'est quand ils sortent un article et qu'on répond, il y a 4 ou 5 articles qui sont prêts à partir derrière. Lutter contre la fraude fiscale, bah, la moitié des politiciens tombent. Oui, bah, il y en a qui tombent, je crois qu'ils sont entre 28 et 30 mis en examen ces derniers temps, entre gouvernement et députés. Suivi, fraude fiscale, les zones d'ombre du plan annoncé par Gabriel Attal. Titre Le Monde. En tout cas pour l'instant. Parce qu'on rappelle que Le Monde a déjà changé des titres qui n'allaient pas au pouvoir. Notamment le truc, enfin tout ce qui concerne la sécurité, où ça chargeait bien au départ, et ils ont supprimé pas mal de phrases qui tapaient un peu. Le dispositif détaillé par le ministre reste vague sur les recettes escomptées ou sur les poursuites pénales contre les fraudeurs. Coup de bluff pour faire oublier les retraites, le gouvernement assure vouloir se saisir du dossier de la fraude fiscale. Pourtant, la Macronie s'est démenée pour ne pas trouver plusieurs milliards d'euros chaque année. Rétrospective non exhaustive. Et ceci est un... Je vais vous envoyer directement le tweet, enfin la suite de tweets, qui concerne tout ce que le gouvernement avait promis ou pas fait, et qui a réellement été fait. Voilà, et vous l'avez, je la mettrai aussi en description de la vidéo sur YouTube. Il n'y a pas à dire. Ils nous en fument, mais ils nous en fument, et ils espèrent au maximum nous en fumer. Mais n'oubliez pas, la réforme des retraites, le 8 juin, on risque quand même de l'avoir dans l'os. Regardez toujours avec le lien d'attaque qu'on remettra en description de la vidéo l'endroit où vous pouvez avoir des membres du gouvernement qui viennent, parce que c'est toujours important d'aller leur casser les oreilles. Faites gagner vos départements ou votre ville selon l'endroit où c'est compté. Faites-les gagner sur les intervilles du SBEUL. Parce que oui, je vous l'ai peut-être pas assez précisé, mais donc ce que je montre d'habitude, c'est 100 jours de SBEUL. Mais vous avez aussi les intervilles du SBEUL qui ont un décompte un peu différent. Et qui là, au lieu de compter par département, compte par ville. Et qui sont un peu plus détaillés. Si vous avez envie de voir ça, je vous le montrerai la prochaine fois. Et faites gagner soit votre ville, soit votre département, n'importe, mais faites-les gagner. Parce qu'il faut un peu les emmerder. Ils sont bien en train de nous faire chier. Ils veulent nous mettre 2 ans de plus. Et ben, nous, on va leur mettre des casseroles dans les oreilles pendant très très longtemps. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Ça fait vraiment phrase de Twitcher de base. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous laisse rejoindre tous nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Abonnez-vous à la chaîne.
abonnez-vous à la chaîne, donc chaîne Twitch, chaîne YouTube. Partagez, likez tout ça, pouce bleu, cloche vers le haut. Et on se retrouve jeudi soir à 20h pour la prochaine émission. Normalement, un tout petit peu moins longue que celle-ci. J'avoue qu'elle a été un peu dure. Allez, je vous embrasse très fort. Soyez factieux et à jeudi.